On évoquait le thème de la nutrition et de la commotion lors du congrès de l'année dernière. Et cette année, on va évoquer plutôt la gestion d'un jour de match, spécifiquement sur la partie récupération, et vous verrez pour lesquels il peut y avoir également du lien avec les éminentes présentations de mes prédécesseurs. Pour ma part, j'interviens au sein du Loup Rugby depuis 6 saisons maintenant, et puis j'interviens également dans d'autres sports pour lesquels on parle de commotion, malheureusement, comme le basket et le basket féminin. Donc ça me permet d'avoir cette vision différente, mais centrée toujours quand même majoritairement sur le rugby. Donc sur les thèmes du jour, on va essayer de sortir du cliché du poulet pâte et de la troisième mi-temps, et d'aller un petit peu plus loin pour voir ce qu'on réussit à essayer de mettre en place dans nos quotidiens. Donc rapidement sur l'avant-match, et puis surtout focaliser sur la récupération nutritionnelle. Alors, sur l'avant-match, beaucoup de papiers sortent sur notamment en sport co et en foot. On peut citer notamment les travaux de Gleason, la publication de Collins de 2020, il me semble, avec le consensus de l'UEFA sur toutes les recommandations nutritionnelles dans le foot, mais ça s'applique également dans le rugby. Globalement, c'est des choses que vous connaissez. On retrouve notre repas d'avant-match avec une cible, plutôt un focus sur la partie glucides, une gestion de l'hydratation et des glucides pendant l'effort, et puis sur les repas d'après-match, plutôt une gestion récupération que l'on verra un peu plus ciblée sur l'apport de protéines et de glucides. Donc ça, c'est des choses assez classiques avec l'avènement, que ce soit justifié ou pas, on va en parler rapidement, mais de différents suppléments type caféine, nitrate, pré-workout, dont on verra éventuellement la pertinence. Donc si on reste rapidement sur nos focus d'avant-match, l'idée est claire, c'est d'assurer un apport énergétique suffisant. Donc la métaphore de la voiture s'y prête bien, s'assurer que le réservoir est plein, tout en ayant un confort digestif et une digestion qui soit optimisée. Donc là, on tombe sur une limitation des apports de graisse et une limitation des apports de fibres. Et puis éventuellement des supplémentations ciblées. Or nous concrètement, si je vous le partage vraiment sur le côté pragmatique et partage d'expérience, tous nos repas d'avant-match sont calibrés. Cet après-midi, nos joueurs reçoivent Bayonne, ils ont notre collation, leur repas d'avant-match, qui est calibré, qui est fait par nos chefs sur place. Sur les déplacements, tout est calibré et vu avec les hôtels qui nous reçoivent. Donc on essaie de standardiser ces repas-là. Après, si on essaie de fournir des informations plus pragmatiques pour les joueurs qui ont besoin de segmentation temporelle pour savoir quoi faire, on est obligé de leur donner des petits conseils très pratico-pratiques. Comment s'hydrater, comment s'alimenter. On parle d'eau, de boissons isotoniques, voire d'électrolytes. Alors là, vous allez voir qu'on a quand même affaire parfois à de grands enfants dans le sport de haut niveau. Et pour s'assurer qu'ils puissent s'hydrater, parfois finalement, une pastille d'électrolyte qui colore la bouteille d'eau en rose, ça leur fait penser qu'il faut boire la bouteille d'eau rose, alors que la bouteille d'eau n'est pas forcément consommée. Donc on est sur ces petites astuces finalement très terrain pour leur permettre de bien s'hydrater. Je passe très rapidement là-dessus aussi. Pendant le match, aux boissons isotoniques, on est toujours sur l'idée d'un apport de glucides, qu'ils soient apportés par des fruits, éventuellement des gels, mais plutôt ciblés sur le moment du match ou juste avant le match, voire la mi-temps. Et puis, pareil pour la mi-temps, on est sur l'idée d'avoir un apport de fruits secs éventuellement, même si ça peut paraître contradictoire avec la limitation des fibres et des graisses. Mais il y a aussi un poids très culturel dans le rugby, avec la gastronomie, comme vous le savez. Et il y a ces liens-là aussi parfois. Un petit focus très rapide sur les pré-workouts. Un mot très sexy pour parler de compléments nutritionnels qui peuvent avoir un effet sur la vigilance, sur, on pourrait dire même l'agressivité lors d'un effort et qui sont beaucoup utilisés dans le monde du rugby, dans le monde de la musculation et puis dans le monde du fitness en général. Ce qui en ressort souvent, c'est que dans la plupart de ces pré-workouts, on retrouve de la caféine, de la bêta-alanine, de la taurine, de la créatine parfois. Bref, il faut que la substance termine en in pour qu'elle soit sexy. Mais ce qui en ressort un petit peu dans la biblio, ce qui commence à être assez peut-être en cours de démonstration, ce serait l'utilisation de nitrate. Alors vous allez tous penser, on est en terre des Hauts-de-France, en terre de betterave. Il peut y avoir un apport intéressant dans la betterave pour avoir un apport de nitrate. La seule difficulté, c'est que lorsqu'on retrouve les dosages dans la bibliographie qui sont significatifs, ça confère à des consommations énormes de jus de betterave. Donc il existe parfois des choses qui concentrent ça. Donc quelques démonstrations de sport d'endurance, pourquoi pas en sport typé anaérobie ou force. Et puis la caféine, qui reste là pour le coup assez bien documentée. Beaucoup de revues de littérature montrent un effet. Alors par contre, faites attention, seulement au-delà de 3 mg par kilo. Donc vous imaginez bien que des gommes de caféine à 50 mg par kilo, à moins que votre sportif de haut niveau fasse 17 kg, il n'y aura pas tellement d'effet sur sa performance. Mais il faut
on peut peut-être utiliser des suppléments, des compléments pour pouvoir permettre d'apporter ces quantités-là. Pareil, petit focus qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur en nutrition du sport, et je l'espère à tous ceux qui interviennent dans le sport de haut niveau, c'est que tout ce que l'on doit proposer à nos sportifs doit avoir un label antidopage reconnu. Il y en a quelques-uns qui sont plutôt pertinents, donc on pourrait en parler, mais il faut avoir toujours cette idée-là. Un truc qui me plaisait à aborder avec vous, parce qu'on part de quelque chose de très commun, d'un grand, pareil, un petit serpent de mer, de comment éviter les crampes ou comment répondre aux crampes pendant l'effort. Ça a été pas mal étudié, on entend tout et n'importe quoi. Et un truc qui nous a paru intéressant de mettre en place là, ou le rugby avec nos collègues médecins, c'est que vous voyez, finalement, quand on regarde dans la biblio sur toutes ces thématiques-là, perte de fluide, c'est pas si significatif. Perte d'électrolytes, la question se pose. Supplémentation en magnésium, là également, on part de quelque chose qui pourrait avoir un effet, mais qui n'en a pas. La quinine non plus. Alors, ce qui va être très pratico-pratique, c'est finalement le pickle juice, donc le jus du cornichon, c'est tout simplement le jus dans lequel on conserve le cornichon. Une étude sympa que je voulais vous partager, qui montrait que finalement, pourquoi nos kinés ont tous une petite bouteille avec du pickle juice dans leur sac terrain. On s'était attelé là-dessus, une comparaison sur des crampes provoquées entre un groupe placebo et un groupe qui prenait du pickle juice. Et on voyait qu'il y avait une réduction de la durée des crampes. Alors ça ne les annule pas, ça ne les prévient pas, ça ne sert à rien de boire du jus de cornichon pour prévenir vos crampes, mais possiblement utilité pour réduire la durée des crampes. Le phénomène, le mécanisme d'action qui en est expliqué serait dû à l'acide acétique que contient le pickle juice et qui pourrait réduire les activités du motoneural alpha qui interviennent dans les crampes. Voilà. Donc je voulais vous parler de cette publication parce qu'on part de quelque chose qui est un vieux sujet et puis on trouve quelque chose de très pratico-pratique qui peut avoir finalement un intérêt. Si on se centre sur la nutrition, j'aime toujours à rappeler que finalement sur les basiques de la nutrition, on a le repos bien sûr, le sommeil, et ensuite la nutrition et l'hydratation. Alors je ne vais pas venir en contradiction avec tous les étages du dessus de cette pyramide-là, mais finalement parfois, avant de passer du temps à se mobiliser pour aller en chambre de cryo, faire un bain chaud, un bain froid, température, durée, parfois on remarque quand même que sur le terrain, nos joueurs passent du temps en massage et en cryothérapie, mais vont avoir des mauvaises stratégies nutritionnelles après-match, qui vont réellement finalement impacter leur récupération. De façon très symbolique, vous allez voir, on va se centrer là-dessus maintenant. La règle des 3 R, c'est quelque chose qui est assez consensuel. Le We Hydrate, We Fuel, We Build, qui permettent de répondre aux besoins nutritionnels de la récupération en sport et en rugby notamment. Donc nos objectifs, ça va être quoi? Ça va être très pragmatiquement de restaurer nos stocks de glycogène, de pouvoir réparer une masse musculaire qui a été lésée due à l'effort, de retrouver un état normal d'hydratation. Et vous voyez mes points d'interrogation et d'exclamation, de tamponner une acidose qui serait engendrée par l'effort. La question est souvent évoquée, on va essayer de la trancher. Les moyens d'action, on doit essayer d'agir rapidement. Alors il y a cette vieille, on pourrait pareil en parler de longues minutes, mais y a-t-il réellement une fenêtre métabolique de 30 minutes? Les derniers papiers qui parlent de ça ne parlent de cet intérêt vraiment uniquement pour des sports pour des entraînements biquotidiens. Sinon, finalement, c'est la quantité quotidienne qui va être intéressante. Donc, on n'est pas obligé de se focaliser sur notre 29 minutes et 30 secondes pour vite prendre notre boisson de récup si on n'a pas d'entraînement mi-quotidien. Premier aspect, le We Fuel, donc, qui va être centré sur l'apport en glucides. Bon, là, beaucoup de consensus sur le sujet, notamment de l'American College of Sports Medicine. On voit que, indépendamment du poids, d'ailleurs, c'est ça qui est assez surprenant, quel que soit le poids des sujets, au-delà de 1 gramme, 1,2 gramme par kilo de glucides, on n'a pas forcément d'effet intéressant. Donc on sait déjà qu'on a ce plafond-là, on sait déjà que ça nous fait une recommandation intéressante. Et puis si on voulait parler de concrètement quoi prendre, si tant est que l'index glycémique puisse avoir un intérêt en nutrition, ce qui n'est pas forcément le cas, là il peut en avoir un. L'idée c'est de vraiment apporter des glucides digestibles rapidement, utilisables rapidement, assimilables rapidement. Pas de différence par contre entre du glucide liquide et solide pour le coup, donc c'est plutôt intéressant pour permettre de diversifier les apports. Pour faire la transition avec la suite, on voit que l'association protéique avec les glucides peut avoir un rôle, et vous allez voir qu'on retrouve les proportions là que l'on conseille, souvent ces proportions de 2 à 3 glucides pour une protéine. Et pourquoi? Alors si on se centre sur les quantités, on a longtemps eu la courbe bleue que vous voyez sur le graphique en haut qui nous disait finalement au-dessus de 20 grammes, même en doublant l'apport de protéines, en passant de 20 à 40 grammes, finalement la reconstruction musculaire n'était
pas doublé, donc on avait cet effet plafond. Mais depuis 2016, avec cette étude-là notamment de McNaughton, qui nous montre que finalement chez des sujets avec une grande proportion de masse musculaire, comme peuvent l'être nos rugbymen, il y a un peu plus de significativité à passer de 20 à 40 grammes. Donc vous connaissez la culture diététique du rugby, c'est pas très compliqué d'arriver à 40 grammes et on va voir comment. Donc toujours ce ratio d'essayer d'avoir 2 à 3 glucides pour une protéine. Pour la réhydratation, je vais aller très vite, pareil, on pourrait y passer de longues minutes, mais je citais une étude qui date maintenant, l'étude de Shirels qui avait été faite en 1996, qui comparait des stratégies de réhydratation différentes en fonction du poids perdu pendant l'effort, parce que vous savez tous comme moi que le poids que l'on perd pendant l'effort est quand même à majorité une perte d'eau. Il comparait 4 stratégies, 50%, 100%, 150% et 200% du poids perdu en réhydratation. Les deux seuls pourcentages pour lesquels la réhydratation était complète, c'était 150 et 200%, mais sans avantage du 200%, ce qui fait qu'on en arrive à ce vieux consensus que vous avez certainement tous entendu, boire 1,5 fois les pertes en eau constatées pendant l'effort. Là, je vous ai mis un petit ratio très rapide entre 800 ml et 1 litre par heure, mais ça peut être vraiment parfois triplé en fonction des sujets et bien sûr en fonction des conditions de température et d'hygrométrie. Donc, ce qui est intéressant pour nous à faire chez des sujets dans le club, c'est d'essayer d'estimer leur perte sudorale sur différentes séances. Et là, on voit qu'il y a des différences énormes entre les joueurs, ce qui permet après de les conseiller un petit peu plus précisément sur leur stratégie de réhydratation. Je voulais parler de ce mythe-là, parce que vous savez certainement comme moi que la nutrition est faite de mythes, malheureusement. Alors là, une étude de Remer de 1997, il me semble, caractérisait différents aliments en fonction de leur pouvoir dit alcalinisant, neutre ou acidifiant, et en sont venus toute une série de conseils, comme on peut le retrouver dans ces graphiques-là, qui nous montrent que finalement, attention à ne pas prendre d'aliments acides après un effort, parce que bien sûr, on est plein soi-disant d'acide lactique, et vous savez très bien comme moi que c'est plutôt du lactate et pas de l'acide lactique. Moi, ça, c'est pour la parenthèse biochimique. Mais... Donc, on a souvent centré nos choix d'aliments en récupération sur ces choses-là. Sauf que ça reste quand même un mythe. Loin de moi l'idée de vous apprendre quels sont les pH que l'on retrouve au niveau corporel. Mais globalement, il n'y a pas de lien entre l'alimentation, le pouvoir soi-disant acidifiant ou alcalinisant d'un aliment et le pH sanguin et musculaire. Clairement, comme le dit bien Asker Jukendrup, si notre régime alimentaire changeait notre pH, ou s'il fallait que l'on fasse appel à des aliments différents pour réguler notre pH sanguin, on aurait des gros problèmes. Si tous nos joueurs, tous nos sportifs étaient en situation d'acidose après effort, ils rempliraient les services d'urgence, sauf que ce n'est pas le cas. Malgré ça, après, on vient souvent les questions sur la production d'acide et la santé osseuse. Là, encore une fois, il n'y a pas forcément de lien direct entre la détérioration osseuse et la consommation d'alimentation acide. Donc attention à toutes ces pratiques non conventionnelles, souvent utilisées par des praticiens non pas de santé mais du bien-être, qui vont vous prôner l'alimentation alcalinisante pour pas mal de sujets et éventuellement récupération également. Alors j'en avais parlé rapidement l'an dernier sur le lien entre nutrition et commotion, et c'est un honneur de faire cette présentation de nutrition après nos collègues qui ont parlé spécifiquement de la commotion. On a essayé de mettre en place avec nos collègues, enfin mon collègue médecin, le docteur Loursac, qui était cité dans la présentation de David Broche tout à l'heure, un protocole nutritionnel qui pourrait accompagner nos joueurs. La bibliographie est de plus en plus fournie sur le lien entre nutrition et commotion. Et c'est vrai que l'incidence, on la retrouve à l'heure actuelle. Avant le match de tout à l'heure, on a déjà eu 6 commotions sur les 8 premiers matchs de la saison, en comptant le match amical, donc c'est assez fréquent. Différents nutriments peuvent ressortir. Et c'est pas pour rien que Noël Black mange des sushis dans les vestiaires, même si ça reste une légende, mais non, c'est vrai. Les nutriments les plus cités sont la créatine, les oméga-3, la N-acétylcystéine, donc le bon vieux mucomyste. Et tout ça est documenté. Il y a des études assez fournies sur le foot US notamment, sur des militaires qui subissaient des commotions suite à des explosions. Et on peut retrouver ce consensus-là, ce petit protocole d'apport de créatine. Alors je laisserai le docteur Maton vous parler de l'intérêt de la créatine dans sa présentation, mais très empiriquement, les oméga-3, vitamine D, vitamine C, vitamine E. Pour conclure, si on regarde comment on fait pragmatiquement, notre stratégie, c'est que dès le retour au vestiaire, il y ait 3 possibilités qui sont d'abord personnalisées pour la boisson de récupération, en fonction de chaque joueur et notamment de ses goûts. On pense au côté observance. Donc, plusieurs types de boissons de récupération, des smoothies maison faits par notre chef sur place, et puis un snacking. Nous, notre but, c'est réapporter protéines et glucides très rapidement, avec donc des wraps et des sushis également, ce qui nous permet d'aller sur ce côté
prévention et apport d'oméga 3. Si on fait le total du parcours type du joueur après son match, ça lui fait un apport de 71 grammes de glucides, 47 grammes de protéines et 10 grammes de lipides, ce qui nous permet déjà d'assurer sa récupération. Ce qu'il faut avoir en tête de façon très pragmatique, c'est que, prenons l'exemple de ce soir, match à 17h, on va dire fin du match à 19h, tour du stade, retour terrain, débrief coach, contrôle antidopage éventuellement, conférence de presse, la réception d'après-match, pour certains, c'est parfois 1h30 à 2 heures après le match, et ils n'auront pas mangé depuis 13 ou 14 heures, donc ça reste assez intéressant de pouvoir les accompagner dans le vestiaire. Là, on a une maîtrise. Là où c'est plus compliqué, c'est lors de la réception du repas d'après-match, où là, on essaie, très pragmatiquement là aussi, de proposer des repas qui certes répondent aux exigences nutritionnelles, mais qui apportent aussi du plaisir. Rien de pire qu'un joueur qui vous dit qu'il ne mange pas à la réception d'après-match pour tomber sur le premier fast-food venu derrière et manger. Malheureusement, ça existe encore. On n'a pas encore atteint le plus haut niveau en termes de nutrition, je pense, dans le rugby actuellement, mais ça va de l'avant. Et à l'extérieur, c'est toujours compliqué parce qu'on ne maîtrise pas ce qui est proposé par les autres clubs. C'est là toute la difficulté de la beauté du rugby et de son aspect fédérateur où tous les joueurs et staff et arbitres mangent ensemble après les matchs. Bayonne qui vient ce soir ne sait pas forcément quel est le menu, à part si on a discuté avec ma collègue diététicienne. Et quand nos joueurs iront à Castres dans le prochain match, on ne saura pas exactement ce qui est proposé dans la réception. Donc ça reste des complications pragmatiques qui nous imposent d'avoir des collations de récupération ciblées dans les vestiaires. Pour conclure, n'oubliez pas que la nutrition sportive, ça reste quand même un facteur déterminant autant de la performance que de la récupération, et que s'il y avait un mot-clé à retenir aujourd'hui, c'est nos 3 R, We Build, We Fuel, We Elevate. Tout ça associé avec, bien sûr, un plaisir gustatif certain et nécessaire. Merci à vous.